tous et bienvenue à cette Web TV du Crédit Agricole Franche-Comté. Je suis Stéphanie et j'ai le plaisir de vous accompagner tout le long de cette émission. Si au fil des interventions, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire via le chat qui est disponible juste en dessous de l'écran de retransmission vidéo. Nous tenterons d'y répondre en cours d'émission. À l'heure où le gouvernement prépare un nouveau dispositif de relance économique après 12 mois de crise sanitaire, les intervenants de ce soir vont vous parler des solutions d'accompagnement et d'accélération des entreprises, solutions qui existent au sein du Crédit Agricole Franche-Comté, mais également de BPI. Mais avant de vous parler de ces solutions, revenons quelques instants sur le contexte économique global et expliquons comment les banques ont traversé cette crise. Donc, concernant le contexte économique, je vais vous rappeler les faits suivants très rapidement. Donc, une année 2020 profondément marquée par la crise sanitaire, entraînant un choc sans précédent sur l'économie française avec une chute du PIB de plus de 8%. Des dispositifs d'urgence mis en place rapidement pour soutenir le revenu des ménages, comme par exemple le chômage partiel, mais aussi pour soutenir les entreprises, comme les reports de charges ou les PGE. Les baisses de revenus des ménages et des entreprises ont ainsi été absorbées par les finances publiques, ce qui a conduit à une hausse record du taux d'épargne. Pour savoir comment les banques ont réussi à traverser cette crise, j'ai le plaisir d'inviter sur le plateau Franck Bertrand, directeur général du Crédit Agricole Franche-Comté. Bonjour Franck. Bonjour Stéphanie. Franck, comment les banques se sont-elles adaptées à la crise sanitaire ? Alors, pour parler des banques, je vais commencer par parler de la BCE, puisque la BCE a joué un rôle très important lors de cette crise l'année dernière, dès mars 2020, puisqu'une des premières actions qu'elle a menées, c'est éviter que les taux d'intérêt ne flambent, et notamment, rappelez-vous, le Covid a démarré en Italie, et dès les premières réactions, on a vu le taux de la dette italienne flamber. Donc l'action de la BCE a permis justement de maintenir les taux à un niveau bas. Comment ? En menant des opérations de rachat d'actifs publics. Donc ça a été une première opération à hauteur de 750 milliards d'euros. Et d'autres opérations vont se succéder jusqu'à mars 2022. Et ça atteindra à peu près 2000 milliards d'euros de rachat d'actifs publics. Donc ça, c'était la première opération importante, permettre aux États finalement de ne pas avoir à payer plus cher leurs dettes. Deuxième élément important, c'était aider les banques à faire leur métier, et notamment par des refinancements à des prix très bas, notamment dans le jargon, le TLTRO dans le jargon des banques, c'est en fait une opération de refinancement à coût très bas pour les banques, leur permettant justement d'accompagner tous les besoins d'investissement de l'ensemble des entreprises. Donc voilà comment les opérations se sont menées à un niveau, j'ai envie de dire, un peu macro, un peu plus micro. Bien évidemment, ça a été sur le terrain, les actions d'accompagnement, les reports d'échéance, les PGE, qui ont été mis en place par l'ensemble des banques sur le terrain. Très bien. Et on voit que la crise a touché de façon hétérogène les différents secteurs professionnels. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Alors, oui. Alors, ce qui me paraît important, avant d'évoquer les différents secteurs, c'est de rappeler les actions qui ont été menées par l'État, qui sont des actions exceptionnelles, de grande envergure, jamais connues auparavant. Donc rappeler notamment tout ce qui a été fait en termes de chômage partiel, puisque ça a été quand même plus de 30 milliards, l'équivalent de plus de 30 milliards d'euros, qui ont permis finalement d'accompagner quasiment un employé, un salarié sur deux du secteur privé, ce qui n'est pas négligeable. Deuxième élément, c'est le fonds de solidarité, dont bénéficiaient un peu plus de 2 millions d'entreprises. Donc là aussi, c'est très important, puisque de mémoire, c'était un budget de près de 18 milliards. Et puis enfin, les reports d'échéance, qui, pour un montant à peu près de 30 milliards également, voire des exonérations pour à peu près 8 milliards d'euros. Donc toutes ces mesures ont permis, quel que soit le secteur d'activité, d'accompagner l'ensemble des professionnels et des entreprises pour leur permettre de se passer ce cap très compliqué. Donc après, lorsqu'on rentre dans les différents secteurs, donc je voudrais en prendre deux particulièrement importants pour la France et qui sont importants également pour la Franche-Comté. Je veux parler du tourisme, qui avait atteint, je dirais, 2019 et début 2020 les plus hauts historiques. Donc là,
les fondamentaux sont solides et donc devraient permettre finalement à tout ce secteur de pouvoir rebondir dès que l'activité va pouvoir repartir. D'ailleurs, dès l'été 2020, on a vu que ce secteur du tourisme a connu une très très forte activité pendant au moins 3 mois. Donc là, on peut espérer que les entreprises du domaine du tourisme repartent très vite, même si, bien évidemment, il y aura des défaillances à n'en pas douter. Deuxième secteur important pour la France et également pour la Franche-Comté, je voudrais parler de l'aéronautique, puisque là, donc, on est sur un secteur où les entreprises sont beaucoup plus résilientes. Donc malgré tout, on peut penser que la période du Covid va accélérer certains sujets de concentration qui étaient déjà sous-jacents dans ce domaine de l'aéronautique. Mais les entreprises, comme je le disais à l'instant, sont quand même très solides et peuvent vivre et puis se projeter sur une reprise d'activité dont on parle aujourd'hui plutôt à 2-3 ans. Et puis pour accompagner ces entreprises de l'aéronautique, il y a un fonds d'investissement a été également mis en place puisque l'objectif était initialement de 500 millions d'euros et on a même atteint 650 millions d'euros pour accompagner finalement la reprise et la relance dans le secteur de l'aéronautique. Donc, et rapidement, ce qu'on pourrait dire, c'est sur les autres secteurs, on pourrait citer l'automobile, l'industrie agroalimentaire, tous ces secteurs-là vont devoir faire face finalement à une accélération de leur situation, notamment je veux parler de la transition énergétique, puisqu'en fait le sujet du Covid va pas modifier, mais finalement cette rupture dans l'activité va accélérer la nécessité de se projeter dans une transition énergétique inévitable pour ces secteurs d'activité. Exact. Et donc là, vous nous parlez de l'aéronautique, du tourisme, et concernant le secteur bancaire. Au final, c'est vrai que légitimement, beaucoup de personnes sont inquiètes de la situation financière des banques eu égard de la crise économique de 2008. Comment se portent les banques et comment se porte le Crédit Agricole Franche-Comté ? Alors, j'ai envie de dire, elles n'ont pas logiquement à être inquiètes puisque les banques françaises, et notamment le Crédit Agricole Franche-Comté, se portent très bien. Donc, nous avons l'habitude, au Crédit Agricole de Franche-Comté, de réinvestir 90% de nos résultats. Donc aujourd'hui, nous avons près de 2 milliards de fonds propres. Nous avons une pleine et entière capacité à faire face à une éventuelle crise économique qui pourrait durer 2-3 ans, à la fois parce que nous avons des fonds propres solides, parce que nous avons régulièrement provisionné les créances sensibles, même des créances saines, puisque à titre indicatif, sur l'exercice 2020, nous avons eu un coût du risque qui a augmenté à peu près à hauteur de 10 millions d'euros, mais ce coût du risque a été provisionné, c'est réalisé uniquement sur des créances saines. En fait, nous avons connu une baisse de résultats en nous préparant à une éventuelle dégradation de l'écosystème économique, mais l'activité 2020 nous a permis d'avoir un RBE identique aux années précédentes. Donc la banque se porte bien, le Crédit Agricole de Franche-Comté se porte très bien et pourra assurer et assumera son rôle sur le territoire pour accompagner les professionnels, les entreprises et tous les acteurs économiques. Bon, tant mieux, c'est très rassurant. Et donc, la santé de notre banque régionale peut être sensiblement aussi liée à l'économie du territoire de la Franche-Comté. Est-ce que nous pouvons revenir quelques instants sur l'accompagnement justement des entreprises par le CFC en 2020 ? Alors oui, nous pouvons y revenir et surtout repréciser qu'il a fallu, comme toutes les entreprises, chaque jour répondre à des questions différentes puisque le Covid nous amenait son lot de questions chaque jour différentes. Donc nous faisons partie des organismes, des entités qui sont restées ouvertes. Donc toutes nos agences sont restées ouvertes. Nous avons organisé très rapidement le télétravail. Nous avons fait en sorte d'être présents au plus proche des entreprises pour mettre en place les PGE, les reports d'échéance, répondre à toutes les questions que se posaient les professionnels pour organiser une activité à distance, organiser les paiements à distance. Donc toute cette période entre le 15 mars et puis la fin avril a été destinée à la mise en place de ces PGE. À l'échelle de la Franche-Comté, nous avons mis en place près de 2300 PGE, nous avons fait 6000 reports d'échéance. Donc nous avons eu beaucoup d'activités pour permettre à l'ensemble des acteurs de continuer à vivre leur activité. Très bien, merci Franck. Je vous en prie. Le Crédit Agricole Franche-Comté a mis en place des solutions donc, d'accompagnement des entreprises en 2020, nous venons de le voir. Mais quel dispositif prévoit-il pour la sortie de crise ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Denoyel, directrice des marchés entreprises et professionnels, et Jean-Christophe Risolde, directeur de la banque d'affaires, tous deux au Crédit Agricole Franche-Comté. Bonjour Cécile, bonjour Jean-Christophe. Bonjour Stéphanie. Donc Cécile, quelle est la situation des entreprises et quels choix s'offrent à elles ?
Eh bien, tout d'abord, on peut faire une photo, un arrêt sur image. C'est vrai qu'en un an, c'est plus de 650 000 PGE qui ont été distribués, plus de 100 milliards. Et ça s'est fait en quelques semaines. Le Crédit Agricole, finalement, a financé un quart de toute cette liquidité et a été très présent auprès des entreprises. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise sur 4, finalement, qui a souscrit un PGE et un pro sur 5. Donc voilà la situation au bout des 12 mois, puisque nous arrivons à échéance des premiers PGE à rembourser à partir du mois d'avril. Donc aujourd'hui, les clients doivent se positionner par le remboursement du PGE ou alors par des simulations qui vont les aider à choisir entre 1 an, 4 ans ou ajouter 1 an de différé. Donc toute cette solution, elle est en place, nécessite un accompagnement des chargés d'affaires, mais il faut savoir qu'il y a encore des discussions sur l'ensemble du dispositif. Tout d'abord sur le droit au PGE. Donc le dispositif perdure jusqu'au 30 juin, mais des discussions sont en cours pour peut-être l'allonger jusqu'à décembre. Donc jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'au 30 juin, vous pouvez toujours souscrire un PGE. Et puis pour certains clients, dans des secteurs d'activité particulièrement touchés, il y a aussi des discussions pour peut-être allonger finalement la durée de remboursement jusqu'à 8 ans. Donc on est sur quelque chose qui est encore en mouvement pour s'adapter et répondre au mieux aux besoins des entreprises. D'accord, très bien. Donc le remboursement, des simulations d'amortissement et un allongement de la durée du remboursement. En octobre, 40% des entreprises envisageaient un amortissement. Aujourd'hui, tu m'as dit que sur un sondage de 12 000 clients... Aujourd'hui, en fait, 80% des clients ont décidé de conserver leur PGE. Donc, c'est très important de se rendre compte que les choses évoluent. Entre le mois d'octobre, en effet, 40% avaient décidé de le rendre en amortissable. Aujourd'hui, on est passé à 80%. Donc, on sent ce doute chez les clients et un manque de visibilité. C'est ça. On sent une inquiétude, mais finalement, une grande majorité des entreprises se portent bien. Quels sont les leviers d'accélération pour celles-ci ? Alors, ce qu'on perçoit depuis le mois de juin, c'est une accélération des croissances externes. C'est un des leviers très actifs aujourd'hui, ce qui soutient d'ailleurs les valorisations d'entreprises. Finalement, les valeurs ne sont pas impactées par la crise et on voit que c'est vraiment une voie d'accélération pour les entreprises. Donc, quels outils nous on met aux côtés de ce levier ? Eh bien, différentes modalités de financement. Il y a tout d'abord la levée de fonds. C'est-à-dire trouver des investisseurs pour porter aux côtés de l'entreprise cette croissance. Donc, nous, Caisse Régionale, nous avons un fonds régional, CAFSI, pour participer à ce développement de l'entreprise. Donc, c'est un fonds généraliste. Et ensuite, nous avons des fonds spécialisés, plus orientés selon les secteurs d'activité. Et il y en a 2 dont je peux vous parler en particulier. Un en rebond au propos de Franck Bertrand tout à l'heure sur l'aéronautique. Un dispositif qui est mis en place avec les quatre majeurs au niveau de l'aéronautique, plus l'État, plus le Crédit Agricole. Donc c'est une enveloppe de 600 millions d'euros. Et le but justement, c'est de consolider le secteur de l'aéronautique pour permettre aux acteurs d'accéder au rang 2, voire au rang 1 dans l'aéronautique, et vraiment de devenir des leaders. Donc ça, c'est un premier fonds. Le deuxième fonds auquel je pense, sur lequel nous avons souscrit au niveau de la Caisse régionale, c'est un fonds groupe Crédit Agricole dans la filière bois et qui peut aller de l'aciérie jusqu'à l'ameublement. Donc c'est des secteurs d'activité très différents, mais nous avons des outils spécifiques et une connaissance des marchés pour répondre et accompagner les clients. Ensuite, il y a d'autres modalités, l'accès à la bourse, d'autres accès au marché financier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de liquidités sur les marchés, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et puis ensuite, des modalités plus classiques de financement bilatéral avec la banque ou financement structuré. Et tout à l'heure, Jean-Christophe en reparlera avec la banque d'affaires. Donc ça, c'est le premier axe, la croissance externe. Le deuxième levier pour accélérer en sortie de crise, on le voit, c'est l'international. Donc pour l'international, ce qu'on peut faire, nous, Crédit Agricole, c'est vous faire partager un partenariat exclusif avec une entreprise qui s'appelle Altios. Et son savoir-faire, c'est de pouvoir répondre de façon sur mesure à votre besoin. Ça va aller de la découverte d'un nouveau marché, du recrutement d'effectifs sur place, d'un portage RH, de la création d'une filiale, de l'implantation d'une industrie. Ils sont capables de vous accompagner sur l'ensemble de ces besoins et ça peut permettre d'accélérer. Ensuite, dans le groupe, on a bien sûr un dispositif, on a ce qu'on appelle des desks, c'est-à-dire des positionnements dans 70 pays qui permettent de faire un lien sur place avec l'entité. Et enfin,
de façon beaucoup plus simple comme solution, c'est également une plateforme digitale qu'on a mis en place qui s'appelle CA Trade Club, qui permet de mettre en relation finalement l'entreprise et un fournisseur ou des clients au niveau international. Et ce qui crée de l'intérêt, c'est que chaque banque inscrit ses clients. Donc ça génère une sécurité pour les intervenants que l'on peut trouver sur cette plateforme. Ce sont des partenaires que l'on ne connaît pas, forcément, ce sont des prospects. Donc d'avoir une sécurité donnée par la banque, c'est important pour développer son chiffre d'affaires de façon pérenne, bien entendu. Et enfin, le troisième levier, c'est investir pour se transformer, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que la crise a conduit les entreprises à accélérer au niveau digital, donc continuer d'investir pour transformer son entreprise et également pour tout ce qui va être de la consommation énergétique, réduire sa consommation et son empreinte. C'est également un levier d'investissement et de croissance. D'accord, très bien, merci. On a parlé de financement structuré, qui est une des activités de la Banque d'affaires du Crédit Agricole Franche-Comté. Donc là, je me tourne vers Jean-Christophe. Vous êtes le directeur de cette Banque d'affaires. Pouvez-vous nous préciser ce qu'est cette entité ? Alors, cette entité est une coopération qui réunit les 2 caisses régionales de Champagne, Bourgogne et Franche-Comté et qui est axée sur 3 métiers. Le métier du capital développement, qui a été évoqué il y a un instant par Cécile avec CAFSI, qui est le fonds d'investissement du Crédit Agricole Franche-Comté, qui intervient sur le développement des entreprises, mais également aussi sur la création. La transmission des entreprises, la fusion-acquisition, la cession d'entreprises, avec des ingénieurs d'affaires en caisse régionale, mais également une filiale qui est présente à la banque d'affaires, qui s'appelle Sodica, et qui peut intervenir sur ces projets-là. Et enfin, le financement structuré, ou ce que je préfère appeler moi l'arrangement de dette, dont je m'occupe avec mes équipes également auprès des clients de la Franche-Comté. D'accord, très bien. Et donc, en quoi consiste le financement structuré ? C'est une solution sur mesure que nous apportons à nos clients, qui nous permet à la base d'évaluer avec nos clients l'état de leur projet, vers quoi ils veulent aller, de poser avec eux les solutions de financement qui peuvent être des solutions de financement immédiates, mais qui peuvent être aussi des solutions de financement pluriannuelles, j'entends par là, qui peuvent être sur des mises à disposition en plusieurs années. La mission consiste également aussi à aller chercher à réunir un tour de table de banques, en général les banquiers accompagnants de notre client, mais le rôle de l'arrangeur, c'est aussi de sécuriser la bonne fin du projet. Ça nous permet d'aller chercher d'autres prêteurs, si c'est nécessaire, pour assurer une bonne fin. Le but, c'est de réunir tout ce monde-là, l'emprunteur et les prêteurs, dans un seul et même contrat, pour avoir une documentation unique et une visibilité transverse pour tout le monde. Et enfin, on assure la gestion de ce contrat-là, et en l'occurrence, donc, les flux, à la mise à disposition lorsque le contrat est mis en place, et dans la durée, pour rapatrier, par exemple, les échéances ou les remboursements anticipés, s'il y en a, etc. D'accord. Et donc, quelles solutions vous apportez aux entreprises ? Alors, plusieurs solutions, et dans le contexte 2021, je vois 3 volets. Déjà, les solutions habituelles, celles de nos dossiers traditionnels. Nous intervenons en général sur une partie de dossiers qui concernent plutôt des croissances externes. Ça peut représenter 1/3 de nos interventions annuelles. Nous intervenons également sur des dossiers d'investissement, qui sont des fois des dossiers d'investissement importants, avec des enveloppes importantes d'investissement, et qui peuvent être répartis sur plusieurs mois ou plusieurs années. Nous intervenons également sur des réorganisations capitalistiques, lorsqu'il y a des changements d'actionnaires ou des montées de cadre au capital, et que ça nécessite des financements complémentaires. Dans un contexte comme cette année, où il y a un problème de visibilité qui se pose encore pour tous les acteurs de l'économie, que ce soit d'ailleurs nos clients, mais que ce soit aussi les banques, le process du financement structuré et de l'arrangement de dette qui permet de cadrer les choses, de donner un délai, d'imposer un rétro-planning et d'assurer une bonne fin, effectivement, en allant chercher le nombre de prêteurs nécessaires, permet de sécuriser ces dossiers-là, que ce soit dans un contexte normal et a fortiori quand il y a un problème de visibilité comme aujourd'hui. Un domaine complémentaire d'intervention que nous avons, qui existe depuis toujours, mais qui s'intensifie peut-être un petit peu aussi dans le contexte actuel, c'est la réorganisation de dette ou le rééchelonnement de dette. C'est-à-dire être en mesure de reprendre l'endettement de notre client, hors PGE, toute la dette qu'ils ont pu accumuler avant la crise sanitaire et aussi depuis, et qui s'est renforcée avec les PGE, et donc qui alourdit la capacité de remboursement de nos clients, de reprofiler cette dette-là, ou éventuellement de la profiler d'ailleurs en décalant des échéances, en les reportant sur la fin, et donc de redonner une capacité à bouger pour nos clients à court terme pour accompagner leurs projets. Et il y a un troisième volet, qui est le volet des lignes court terme,
C'est souvent un domaine où d'ailleurs traditionnellement nos clients ont assez peu de visibilité parce que c'est en général traité en bilatéral par les banques avec des techniques qui sont différentes, avec des banques qui de temps en temps sont là puis demain sont plus là. Le financement structuré sur le court terme, ça permet de créer une communauté d'intérêt entre les prêteurs, de donner une transversalité entre les prêteurs et de savoir qui fait quoi, de fait de donner aussi une visibilité à notre client et de sécuriser naturellement son accompagnement court terme. Et je conclurai sur cette question-là en disant que très souvent, on intervient sur les 3 domaines à la fois. Et qu'on a plusieurs sujets aujourd'hui, là, actuellement, en 2021, où nous regardons avec nos clients pour, 1, réorganiser leurs dettes, 2, éventuellement sécuriser des investissements qui peuvent être sur l'année 2021, mais voire éventuellement des mois au-delà, 2022 et pourquoi pas 2023, et intégrer les lignes court terme. Et donc, on est dans la plénitude de ce que peut apporter cette solution. Très bien. Et toutes les entreprises peuvent-elles prétendre à de telles solutions ? Alors, techniquement, oui. Bon, le financement structuré est quand même une procédure qui nécessite une mise en œuvre juridique beaucoup plus lourde, qui peut nécessiter parfois les interventions de juristes, d'avocats. Il y a naturellement la banque d'affaires. Donc, il y a un coût de revient qui est naturellement un peu plus important que peut-être la technique de levée de dette par le biais du bilatéral. Donc c'est plus adapté, on dira, sur des projets d'une certaine taille qui vont plus concerner des PME de taille moyenne et naturellement plus importantes, voire des ETI. Mais ça peut aussi concerner des petites PME si elles sont soumises à un projet important, qui est d'ailleurs important pour leur développement futur et pour l'accroissement de leur taille. Donc je n'ai pas envie de donner d'effet de seuil, mais il ne faut pas que ce soit des dossiers pour lesquels le coût serait excessif par rapport à l'enjeu. Voilà. D'accord, très bien. Merci Jean-Christophe. Vous évoquez les entreprises en convalescence. Cécile, existe-t-il des leviers d'accompagnement pour ces structures particulièrement impactées par la crise ? Bien heureusement. Donc nous sommes là bien sûr pour accompagner toutes les entreprises. Et un jour, un client m'a dit, finalement, le banquier, c'est un petit peu le médecin de l'entreprise. Et j'ai bien aimé cette image parce que c'est vrai qu'on est là pour partager le diagnostic avec le chef d'entreprise et trouver justement les bons remèdes qui vont aider à repartir. Donc en général, le diagnostic, on commence aussi par la stratégie. Donc c'est l'occasion en situation de crise finalement de se recentrer, de faire des choix et parfois de céder des actifs non stratégiques. Et donc là, on est là aussi pour aider les entreprises sur ce sujet-là. On a les outils pour aider finalement à vendre, à céder des actifs de l'entreprise. Deuxième point en général de symptômes, c'est les tensions de trésorerie. Donc là aussi, on peut bien sûr s'appuyer sur les créances clients, mais on peut aussi s'appuyer sur l'immobilier, notamment avec du leaseback, refinancer son immobilier. Et justement, la loi de finances 2021 favorise la mise en œuvre de cet outil avec un étalement finalement de l'impôt sur la durée du leaseback et non plus l'exigibilité dès la première année. Donc ça donne une vraie bouffée d'oxygène en termes de trésorerie. Symptôme, en général, c'est le poids de la dette par rapport justement au plan d'affaires qui s'est réduit. L'entreprise n'a plus forcément la capacité à faire face au poids de sa dette, donc il faut reprofiler la dette. Et justement, Jean-Christophe en parlait, la banque d'affaires peut intervenir selon les critères de l'entreprise. Et quatrième point, c'est les entreprises qui vont avoir vécu ou enregistré des très fortes pertes peuvent se retrouver avec des fonds propres justes ou à renforcer. Et donc là, il y a tout un travail à faire de consolidation des fonds propres. Donc on a un fonds régional sur lequel on vient d'investir qui s'appelle Défi 3, un fonds de retournement pour justement aider les entreprises à repartir. Et puis il y a l'actualité, puisque nous avons aussi maintenant les prêts participatifs relance et les obligations relance. Alors justement, ces prêts participatifs et ces obligations, ce sont de nouveaux outils qui font partie du plan de relance et sont en phase d'aboutir. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de ces solutions ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu un effet d'annonce. Le 4 mars, tout le dispositif en macro a été présenté. Aujourd'hui, on est en train d'écrire les détails qui sont très importants. Donc, on partage avec vous justement les grandes lignes de ces deux outils. Donc c'est une enveloppe au final de 20 milliards que le gouvernement a décidé de mobiliser en allant chercher notamment la contribution des assureurs pour une grande partie du fonds, également une participation de l'État. Donc les prêts participatifs seront distribués par les banques très prochainement. On est sur la finalisation des modalités. Donc cet outil en fait sera sur une durée de 8 ans avec 4 ans de différé, 4 ans d'amortissement linéaire, de taux qui seront
proches, mais finalement quand même différenciés entre les PME et les ETI. Vous voyez un coût de financement qui s'établit entre 4 et 5,5 pour les PME, 6 pour les ETI, auquel il faudra rajouter la garantie d'État, puisque le fonds des assureurs sera garanti à hauteur de 30% par l'État. Dans ce dispositif, les banques vont garder quand même 10% dans leur bilan. Voilà. Cet outil va s'adresser à toutes les PME. Vous voyez, en termes de cible, c'est de 2 millions de chiffre d'affaires à 1,5 milliard. Mais il va y avoir quand même un critère de risque, puisqu'il y aura une note Banque de France minimale d'exiger qui soit supérieure ou égale à 5+. Donc ça, ce sont les grandes modalités. Il y a des exceptions de prévues, des dispositifs complémentaires. Donc là, il faudra faire le point avec les chargés d'affaires pour vraiment voir l'éligibilité de l'entreprise. Ce qui est sûr, c'est que c'est un dispositif qui vient compléter le PGE. Ce dispositif n'est pas là pour rembourser le PGE. Ça vient en complément. Et c'est pour ça que le schéma général, c'est de dire que PGE plus prêt participatif et ou plus obligation de relance doit rester inférieur à 25% du chiffre d'affaires. Bien sûr, sauf exception, et il y en a quelques-unes. En complément, on a l'obligation de relance, qui est un autre outil très similaire dans sa vocation, c'est-à-dire apporter de la liquidité à l'entreprise, apporter un renforcement de fonds propres, mais par contre, donner plus de temps à l'entreprise, plus de trésorerie, puisque là, on est sur du in fine à 8 ans. Là, ce ne sera pas porté par les banques, ce sera porté par des sociétés de gestion qui vont conserver, elles, 10% dans leur bilan et céder au fonds des assureurs 90%. Donc voilà les deux outils complémentaires. Ce sont deux outils nouveaux et qui vont être très utiles pour pouvoir aider l'ensemble des entreprises à repartir, à accélérer. On l'espère. Merci beaucoup, Cécile. Chers téléspectateurs, chefs d'entreprise, vous avez désormais connaissance de ce panel d'outils qui s'offre à vous. Si vous souhaitez plus d'informations, donc nous vous invitons à contacter vos chargés d'affaires entreprises. Avant de passer au sujet suivant, je vais juste jeter un œil dans le chat, voir si on a des questions. Alors oui, une question pour Cécile. CA Trade Club est ouvert à toutes les entreprises clientes du CAFC. Est-ce payant ? Alors une bonne nouvelle, c'est que c'est ouvert à toutes les entreprises, bien sûr validé par la banque, comme on l'a dit, pour apporter une sécurité à l'ensemble des opérateurs. Et puis la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi une mise en relation, mais qui est gratuite. Donc on veut vraiment apporter en fait un outil qui permette aux entreprises de pouvoir grandir à l'international. Très bien. Une autre question. Vous avez évoqué comme soutien financier, outre la dette, un soutien possible en fonds propres. Sur un sujet comme celui-là, plutôt très confidentiel et technique, comment ça se passe ? Est-ce que le chargé d'affaires entreprise reste l'interlocuteur privilégié du dirigeant ? Alors bien entendu, le chargé d'affaires accompagne l'entreprise tout au long de ses opérations, tout au long de ses réflexions stratégiques. Mais ensuite, après, il faut aussi un spécialiste, un regard de celui dont c'est l'expertise. Donc, au Crédit Agricole Franche-Comté, on a confié ça à Thierry Marchal, qui est notre homme fonds propres et qui va savoir partager le diagnostic, aller chercher les bons outils et vous aiguiller dans cette panoplie d'offres qui est très large. Très bien, merci beaucoup. Donc, on n'a pas d'autres questions, donc on va passer au sujet suivant. Complémentaire des banques, BPI joue un rôle majeur dans l'accompagnement des entreprises. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Clerget. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphanie. Stéphane, vous êtes délégué territorial Franche-Comté pour BPI France. Je rappelle que BPI donc, est la banque publique d'investissement qui accompagne la croissance et l'internationalisation des entreprises. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'accompagner financièrement les chefs d'entreprise, mais il me semble que vous les accompagnez également dans leur stratégie. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, comme vous l'avez dit, Stéphanie, le rôle de BPI France, c'est de permettre aux entreprises de se développer en leur apportant des financements aux côtés des banques. Alors ces financements peuvent être du financement traditionnel, mais également du financement de tout ce qui est innovation, également de la garantie pour permettre aux entreprises de plus facilement accéder au crédit, mais également des fonds propres. Maintenant, il est vrai qu'une entreprise, pour se développer, elle a besoin de financement, mais elle a aussi besoin de pouvoir asseoir sa stratégie et d'aller rechercher des leviers qui vont lui permettre de se développer. Alors ces leviers sont possibles, l'entreprise peut les retrouver à travers des experts
Donc on a sélectionné au niveau de BPI France, au niveau national, 300 experts qui sont sur des secteurs d'activité qui sont très spécifiques. Alors on va avoir des secteurs d'activité, des experts sur l'automobile, on va en avoir sur l'énergie, sur l'aéronautique, sur tout un tas de secteurs, mais aussi des experts qui vont être spécialisés sur des secteurs comme par exemple la RH, comme l'environnement, comme la digitalisation des entreprises, comme plein d'autres particularités. Alors ces experts, ce qu'on cherche à faire, c'est les mettre à disposition de chefs d'entreprise qui, eux, on va dire dans leur coin, parfois peuvent se sentir seuls et se dire comment est-ce que je vais faire pour réussir à gérer cette problématique. Alors c'est se dire, tiens, je peux aller chercher un expert autour de moi, mais on a fait le travail pour eux, c'est-à-dire trouver des personnes qui sont parfaitement compétentes et qui sauront les accompagner. Alors, on a différents dispositifs d'accompagnement. C'est soit le chef d'entreprise nous dit, moi j'aimerais bien travailler sur cette thématique-là, ou faire un scan de mon entreprise. À ce moment-là, il peut y avoir à disposition un expert qui va faire ce qu'on appelle un diagnostic 360, c'est-à-dire rencontrer le chef d'entreprise ainsi que tout son staff, faire tout le tour, passer une dizaine de jours au sein de l'entreprise et ensuite lui rendre rapport avec, on va dire, des préconisations qui permettront de mettre en œuvre soit, on va dire, une autre expertise, soit directement de mettre en œuvre une stratégie. Alors souvent, le chef d'entreprise, par rapport à ça, peut être parfaitement rassuré sur certains points. L'expert va lui dire, écoutez, ce que vous faites là, c'est vraiment génial, d'ailleurs je vais m'en servir, je redonnerai des conseils à certaines autres entreprises. Alors, cet expert-là peut rester 5 à 10 jours, mais on a aussi la possibilité d'aller plus loin avec des chefs d'entreprise et de leur dire, écoutez, on va vous accompagner sur 12 à 24 mois, dans le cadre de ce qu'on appelle des accélérateurs, où là, il va y avoir un accompagnement au sein de l'entreprise pendant une dizaine de jours. À la suite de cet accompagnement, il y aura des séminaires qui seront réalisés. Alors, si on est sur 12 mois, on aura environ 6 séminaires de 2 jours. Donc, dans ces séminaires, les chefs d'entreprise peuvent y participer, mais aussi les membres du comité de direction. Ils sont accompagnés sur ces séminaires par des intervenants dans des grandes écoles nationales. Et ils peuvent également bénéficier d'un réseau de relations qui leur est mis en place à travers notre réseau qu'on appelle BPI France Excellence, qui réunit 5000 chefs d'entreprise, on va dire, exemplaires sur leur secteur d'activité, qui sont capables de l'apporter, créer un réseau à ces chefs d'entreprise qui participent à ces accélérateurs. Alors, les accélérateurs, il y en a plusieurs sortes. Il y a ce qu'on appelle des accélérateurs thématiques, comme un accélérateur automobile, des accélérateurs aussi qui sont en fonction de la taille d'entreprise, des PME, des ETI, même des accélérateurs qui sont également des accélérateurs régionaux, comme on avait pu en mettre en place avec la région. Donc je dirais aux chefs d'entreprise, ne restez plus seul avec vos décisions. BPI France est là pour être, entre guillemets, l'arbre à cam entre les experts et des chefs d'entreprise qui veulent développer leur entreprise à travers d'autres techniques que des financements. D'accord, très bien. Un accompagnement très personnalisé. Exactement. Le Crédit Agricole se revendique comme la banque verte. Il semblerait que vous soyez vert, vous aussi, avec la Banque du Climat. Vous pouvez nous en toucher un mot ? Alors on a effectivement l'ambition d'être la Banque du Climat. C'est affiché. À ce titre-là, on a mis en place une communauté, la communauté du coq vert, que vous pouvez voir dans le paysage franc-comtois avec un beau cheval comtois au milieu de la neige sur l'écran. Cette communauté du coq vert réunit des chefs d'entreprise qui ont une vraie volonté de faire une transition écologique et environnementale, et puis qui sont presque même prêts à faire du prosélytisme, amener derrière eux une vraie envie pour les chefs d'entreprise de passer cette fameuse transition, être à l'objectif également de la RSE. Alors on s'est aperçu que les chefs d'entreprise, en règle générale,
les entrepreneurs sont une population qui est un peu plus sensible aux problèmes environnementaux que tout un chacun. Et c'est très bien, parce qu'en fait, ils ont une vraie responsabilité, puisqu'ils entraînent derrière eux de nombreux salariés, mais aussi une entreprise, globalement, consomme beaucoup d'énergie. Souvent, quand on parle à un chef d'entreprise et puis qu'on lui dit tiens, au niveau de la RSE, vous en êtes où, particulièrement au niveau de l'environnement, il va vous dire oui, j'ai avancé là-dessus. Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu mes contrats de consommation d'énergie, ou j'essaye de regarder un petit peu pour régler mes circuits d'eau, ou j'envisage éventuellement de mettre des panneaux photovoltaïques. Mais ça reste entre guillemets du bricolage et on n'a pas une véritable stratégie pour pouvoir voir exactement quels sont les progrès qu'on peut faire. Par quel bout est-ce qu'on va commencer ? Alors il existe un dispositif qui est assez simple, qui s'appelle le Diag Ecoflux, qui est dispensé par l'ADEME. Alors on est toujours sur une histoire d'expertise. Un expert va venir dans l'entreprise pendant 2 jours, ou 3, en fonction de la taille de l'entreprise, regarder un petit peu quels sont tous les intrants, quelles sont toutes les consommations, comment fonctionne le flux de production, regarder un petit peu en détail quels sont les produits rejetés et quelle est la pollution émise par l'entreprise. Et puis, à la suite, va rendre un rapport à l'entreprise en faisant des préconisations. Alors, ces préconisations, elles peuvent être de 2 types. C'est soit des préconisations qui ne nécessitent pas d'investissement, ou des préconisations qui nécessitent un investissement. Sur ces préconisations, en fait, qui nécessitent un investissement, on va voir tout de suite la date de retour sur investissement. Donc, ce qui est une chose qui est quand même importante. On s'aperçoit aussi, avec du retour par rapport à ça, que les chefs d'entreprise qui suivent les préconisations uniquement, on va dire, qui ne nécessitent pas d'investissement, vont réaliser dans l'industrie 200 € d'économie d'énergie par an, par salarié, ce qui peut représenter des sommes qui sont assez considérables. Ensuite, pour les préconisations qui nécessitent des investissements, il existe un dispositif tremplin, également mis en place par l'ADEME, qui là peut apporter des subventions sur les préconisations et les investissements mis en place. Alors, je dirais là-dessus, au niveau d'un entrepreneur, il ne faut absolument pas passer à côté de ces dispositifs, qui ne coûtent quasiment rien. Ça coûte 1 000 € pour une entreprise entre 20 et 50 salariés et 1 500 € pour une entreprise de 50 à 250 salariés. Sachant qu'une entreprise qui a plus de 250 salariés, ou en tout cas qui a plusieurs sites, peut faire plusieurs diagnostics Ecoflux. Alors je dirais que la Franche-Comté est une entreprise, non, un territoire, et le territoire le plus industriel de France, où on a le plus de la part de la population active qui travaille dans l'industrie. C'est également une région qui est très boisée, très nature. Je crois que le Doubs doit être la 2 ou 3e département le plus boisé de France. Beaucoup d'industries agroalimentaires, une agriculture qui est extrêmement développée, avec des filières qui sont performantes. Et je dirais qu'entre l'industrie et cette région, il ne doit pas y avoir d'antagonisme, bien loin de là. Et il n'y a absolument aucune raison que l'entreprise ne puisse pas se développer tout en réalisant sa transition écologique à travers ce type d'accompagnement. D'accord, ok, très bien, merci, c'est très intéressant. J'ai cru entendre que vous aidiez des entreprises à recruter des jeunes étudiants pour développer des aspects environnementaux. Alors, effectivement, on essaye d'aider les entreprises et les étudiants à se rencontrer. Parce qu'en fait, les entreprises ont besoin de nouveaux talents, ont besoin de nouvelles énergies pour pouvoir assumer leurs besoins de demain. On parle de digitalisation, on parle d'industrie, de création de nouveaux produits, mais aussi aller vers la RSE, aller vers l'environnement. À ce titre, l'État a créé ce qu'on appelle les VTE, donc volontariats territoriaux en entreprise. Ces VTE sont des étudiants d'écoles supérieures. Alors,
si on veut parler de la Franche-Comté, de nombreuses écoles ont souscrit à la charte. Donc on a l'ESTA, l'ENSEM, l'UTBM, exactement, l'Université de Franche-Comté, qui sont pourvoyeurs d'étudiants pour aider les entreprises. Alors, le principe, il est assez simple. Hein. C'est l'entreprise va sur une plateforme, donc la plateforme VTE, entre guillemets, mettre en ligne son offre de recherche, on va dire. Derrière, l'université va relayer l'offre de recherche à des étudiants qui pourront postuler dans l'entreprise. Alors, on s'aperçoit que sur la Franche-Comté, le fonctionnement est très très bien parti, puisque de nombreuses entreprises ont déjà souscrit à des VTE. On a une région très active par rapport au reste de la France, proportionnellement à la population. Et on espère que le VTE vert va très principalement se développer dans notre belle région. Donc je dirais que les entrepreneurs doivent développer leur entreprise. On va dire les entreprises doivent se développer. Pendant ce temps-là, les entrepreneurs pourront se mettre au vert. Bravo. Merci Stéphane. Avant de poursuivre sur notre dernière partie, est-ce que nous avons des questions dans le chat? Alors, je ne crois pas pour l'instant. Donc, pour cette dernière partie d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Rameau, directeur général de Transarc. Bonjour Damien. Bonsoir Stéphanie. Avant de vous donner la parole, découvrons en vidéo votre société basée à Lons-le-Saunier. Merci. Située sur le premier plateau du massif jurassien à Lons-le-Saunier, la société spécialisée dans le transport routier de voyageurs depuis 1932 compte aujourd'hui 920 salariés. Transarc est devenu l'acteur principal dans son domaine dans la région Grand Est. Le groupe Transarc opère dans 14 départements et 4 régions. La région Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Nos domaines d'activité sont variés. Nous travaillons à la fois et en grande majorité sur le transport scolaire, mais aussi sur les lignes régulières, le transport urbain, le tourisme, les lignes internationales avec un partenaire allemand qui s'appelle Flixbus. Donc une activité au quotidien variée et qui travaille 365 jours par an. David Fèvre est le responsable du centre technique agréé Mercedes. Il veille à ce que la plus grande sécurité soit respectée sur chaque autobus. Chez Transarc, la sécurité, c'est la priorité. Le groupe Transarc a intégré Car Entretien afin d'assurer un niveau de qualité sur la maintenance de ses véhicules. Tout le travail préventif fait sur les cars nous permet d'assurer un niveau de sécurité. L'exigence, c'est le mot d'ordre pour Damien Rameau, directeur général de Transarc. En 2020, la société a acquis le label Objectif CO2 des transports éco-responsables. C'est d'ailleurs la première société de transport franc-comtoise à avoir obtenu cette distinction. On fait du bridage de véhicules, on a une pneumatique basse résistance. Sur les conducteurs, on fait des formations éco-conduite pour responsabiliser nos conducteurs aux bonnes pratiques de conduite. Et cela nous permet, à plusieurs échelles, de pouvoir agir sur la planète et avoir une empreinte positive sur l'écosystème. Transparence, innovation, sécurité et service sont les valeurs fortes de Transarc autour desquelles tous les collaborateurs sont engagés pour permettre à des milliers de voyageurs de se déplacer en toute sécurité et dans le plus grand des conforts. Si Transarc reste depuis des années l'acteur principal du transport routier de voyageurs dans la région, la société n'échappe pas à l'impact de la crise Covid. Damien, justement, la crise Covid, donc les écoles qui ferment, qui rouvrent sans sortie scolaire, le confinement qui vient plomber le tourisme, on comprend assez facilement que votre secteur a été fortement impacté par la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été justement les impacts de celle-ci sur votre activité ? Oui, l'année 2020 est une année, et même 2021, ce sont des années très compliquées à gérer.
C'est une année un peu variable en fonction de nos divisions, de nos filiales. D'un côté, on est à l'arrêt complet. Donc, on parlait tout à l'heure du tourisme. Nous avons une part significative de notre activité qui est dans le tourisme, qui est à 0. Donc, avec l'écart à l'arrêt et surtout les conducteurs chez eux en chômage partiel. Voilà. Donc ça, une situation compliquée depuis maintenant 1 an. Et de l'autre côté, une situation qui est plutôt bonne, compte tenu du fait à la fois de la décision du gouvernement de ne pas fermer les écoles et des décisions gouvernementales aussi d'accompagner les entreprises depuis le début de la crise. Donc globalement, une année 2020 morose. 2021, on attend le vaccin, mais ça fait partie des aléas d'un chef d'entreprise et donc il faut aller de l'avant. Voilà. Oui, d'accord. Et donc, comment vous vous êtes adapté à la crise pour en faire une opportunité de développement? Je pense que toute sortie de crise passe par de l'investissement. Ça a été vrai à toute époque, pour tout type d'activité. Donc, on est parti de ce constat-là. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a investi dans la digitalisation à outrance depuis le début du Covid. On a renouvelé nos serveurs, on a investi dans de nouveaux véhicules, même si certains étaient à l'arrêt. Donc ça, on a bien réussi à s'occuper, on va dire, pendant les mois d'inactivité. Puis le deuxième point, c'est on a pris la décision de continuer à grossir. On a fait 2 acquisitions récemment, 2 grosses acquisitions structurantes qui nous permettent de devenir un des leaders non plus régional mais français et qui nous permettront, j'espère, de passer, entre guillemets, ces années Covid sans encombre. D'accord, très bien. Quel rôle a joué le Crédit Agricole dans votre accompagnement de cette accélération? On peut vraiment, c'est de l'accompagnement, mais c'est surtout du partenariat. J'entendais tout à l'heure vos homologues de la BPI, que ce soit le Crédit Agricole ou la BPI. Depuis 2010, c'est le début de cet accompagnement avec Transarc, à la fois pour la LBO initiale. J'étais porteur de projet pour reprendre l'entreprise suite à un départ en retraite du fondateur en 2010. Donc accompagnement sur la LBO, partenariat sur le financement des acquisitions de cars. Nous, on fait un métier... Autocariste, c'est tous les ans emprunter pour acheter des cars et renouveler les véhicules d'une manière constante. Donc la BPI, le Crédit Agricole ont été nos principaux partenaires pendant cette période, jusqu'en 2018 où là on est passé à un stade supérieur avec la banque d'affaires du Crédit Agricole et du BPI aussi, sur le haut de bilan, donc levée de fonds pour soutenir la croissance du groupe. Donc on peut dire que tous les outils ont été mis en place depuis 10 ans pour nous accompagner. D'accord, très bien. Merci beaucoup Damien, merci de nous avoir apporté ce témoignage plein d'optimisme sur notre plateau. Oui. Avant de conclure, est-ce que nous avons des questions dans le chat? Alors oui, pour Monsieur Rameau. Comment gère-t-on le sujet de la transformation chez Transarc? Transformation numérique ou écologique? Alors, on peut peut-être aborder les deux. Donc, transformation numérique, c'est vraiment notre ADN. On fait un métier où on doit dominer par les coûts. On répond aux appels d'offres de manière régulière. Et pour dominer, il faut avoir les coûts les plus bas du marché. Et une partie de cette domination par les coûts vient de la transformation numérique. Donc, c'est la mise en place... de signatures électroniques, de CMS, toute une série d'outils qui sont jusqu'à l'intelligence artificielle, qui s'enchaînent, qui se complètent, qui permettent une automatisation d'une partie de notre métier, voilà, et qui produisent de la valeur ajoutée. Puis ce qui est transformation écologique, alors là on est en plein dedans, le gasoil est devenu non grata un peu partout maintenant, donc on s'y prépare à la fin de cette ère. Et donc, que ce soit sur des projets de gaz, on est titulaire aujourd'hui du label CO2, donc ça prouve aujourd'hui notre niveau de performance là-dessus. Mais surtout, on attend l'hydrogène, qui, je pense, dans une dizaine d'années, sera le véhicule du futur. Le véhicule du futur, avec production d'hydrogène sur nos toits,
Power to Grid, c'est production d'hydrogène sur nos toits, production d'électricité sur nos toits, fabrication d'hydrogène, stockage d'hydrogène et ensuite restitution de l'énergie dans nos véhicules ou dans notre chauffage domestique. D'accord, très bien. J'ai une question pour vous et également pour le Crédit Agricole. Donc, je vais peut-être demander à Franck Bertrand de nous rejoindre sur le plateau. La question est, que capitalisez-vous de positif de la crise? Alors, on commence peut-être déjà par vous. Alors c'est pas du tout financier, pour le coup. On a près de 750 conducteurs qui se lèvent tous les matins, qui ont une moyenne d'âge de 60 ans. Et à la fin du premier confinement, il n'en manquait quasiment pas un au travail. Donc c'était des gens qui étaient plutôt à risque. On fait beaucoup de transports scolaires. Et tous ces conducteurs-là, ils se levaient, ils allaient au travail, malgré les risques. Et on ne savait pas grand-chose au mois de mai sur la maladie. Et j'en ai ressenti une fierté, mais immense. Voilà. Donc ça sera pour moi l'image marquante. Positif. Ouais. D'accord, très bien. Et pour vous, Franck, qu'est-ce qu'on peut retenir de J'étais positif ? tenté, je pensais exactement à la même chose. Je pense que cette crise a permis à toutes les entreprises, d'une manière générale, de prendre conscience de la valeur de l'équipe, de la valeur du collectif. Et cette crise a permis de renforcer la cohésion des équipes et vraiment prendre conscience de la valeur de l'humain, au-delà des mots qui sont souvent employés pour parler de l'humain qui devient parfois une banalité. Mais je pense que la crise Covid a vraiment révélé cette qualité du collectif et des équipes. D'accord, très bien. Une autre question pour Franck. La BDF prévoit 5 à 7% de défauts sur les PGE. Quel est le sentiment du Crédit Agricole Franche-Comté ? Malheureusement, je ne vais pas utiliser le joker, mais on est encore un peu dans le brouillard. Effectivement, on est tenté de partir sur un peu au doigt mouillé en se disant ça va être un petit 10%, 7%, puisque c'est Moody's qui avait sorti ce chiffre de 7% de défaillance. Mais aujourd'hui, encore une fois, toutes les mesures d'accompagnement ont tellement permis à beaucoup d'entreprises de passer ce cap-là que véritablement on va commencer à y voir clair sur la fin de l'année, quoi. Donc peut-être pas, le pire n'est jamais certain, mais oui, j'ai envie de dire malgré tout qu'effectivement 5%, ça me paraît être un minimum en termes de défaillance. J'espère que ça ne sera pas davantage. D'accord, très bien. Merci Damien, je vais vous laisser... Ah, allez, vous avez une question. J'ai une question. On assiste à une flambée des matières premières et est-ce que les taux d'intérêt... Il y a une ébullition qui est en train de se créer là, un peu partout. On a vu les taux d'intérêt qui ont pris 0,20% là, en quelques semaines. Hein. Est-ce que vous imaginez que ça va continuer, que les taux d'intérêt vont augmenter, l'inflation va décoller ? Alors, l'inflation devrait remonter un petit peu. L'action de la BCE est telle que je pense que durablement les taux vont rester très bas, même s'il pourrait y avoir des à-coups, une certaine forme de volatilité. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on assiste à cette montée des matières premières. Et là, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure quand on parlait de la santé des différentes filières entreprises. Et c'est vrai que beaucoup sont confrontés, lorsqu'elles sont dépendantes de ce coût de la matière première, on voit qu'une difficulté nouvelle pourrait être liée justement à cette flambée des cours, alors même qu'elles ont passé des contrats en intégrant dans leur prix des prix beaucoup plus faibles en termes de matières premières. Donc oui, probablement une montée assez durable du coût des matières premières, volatilité sur les taux d'intérêt, mais les taux devraient rester bas, notamment encore pendant 1 ou 2 ans, facilement, oui. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Merci Damien. Merci à vous. Je vous laisse quitter le plateau et j'invite Cécile Denoyel à nous rejoindre puisqu'il y a une question pour vous. Donc pour Cécile, en matière de PGE et un différé supplémentaire de 1 an, pourquoi est-on obligé de se positionner dès maintenant sur le remboursement dans 1 an du PGE ou l'amortissement sur X mois ? Ceci compte tenu de l'absence de visibilité. C'est vrai, ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est que c'est un dispositif qui s'est mis en place au fur et à mesure. Et finalement, on a besoin d'un certain temps de traitement pour reprendre en amortissable les courts termes qui arrivent à échéance. Donc, pour le Crédit Agricole, on essaye de gérer ça tous les mois, au moins le mois, être sur un dispositif au minimum d'1 mois avant l'échéance, d'avoir fait le point avec le chef d'entreprise et d'avoir finalement calé cette dette et le poids de la dette.
Toutes les banques ne fonctionnent pas de la même façon, mais rien n'est imposé. C'est un dispositif qui est pris en charge par chaque banque. Donc pour nous, en tout cas, on essaye de se dire qu'à 1 mois avant l'échéance, il faut y voir clair. On ne peut pas faire plus court, en tout cas. Après, dans l'incertitude, le conseil est peut-être de prendre un peu plus long, quitte à rembourser par anticipation si un excès de liquidité était disponible dans l'entreprise. Ok, très bien, merci Cécile. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Donc pour conclure, je vais repasser la parole à Franck Bertrand. Je vous laisse faire la conclusion. Alors en conclusion, j'ai envie de dire, je voudrais reprendre les propos de Damien, qui a, vous l'avez entendu, le tourisme, 0 chiffre d'affaires. À un moment donné, les écoles fermées, 0 chiffre d'affaires lié aux écoles, le transport des écoliers. Et malgré tout, il nous parle de ses projets, il se projette sur l'avenir. Et vraiment, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est si nous avons souhaité organiser ces échanges, c'est justement parce qu'on se projette sur la sortie de crise et qu'il est important de véhiculer des idées très positives. Beaucoup de chefs d'entreprise sont comme Damien, ils n'ont pas cessé de travailler, même si les médias ont pu donner l'impression qu'à un moment donné, que les entreprises, aucune entreprise ne s'est arrêtée. Celles qui avaient moins d'activité ont réfléchi sur la suite, se sont projetées, ont pris des décisions. Et en même temps qu'on doit se projeter pour investir et prendre des décisions, plus que jamais, on a besoin, parce que inévitablement, cette période va réduire la capacité des entreprises à investir. Et au même moment, on leur propose différents outils, différentes solutions. Et probablement qu'à un moment donné, elles sont probablement noyées par rapport à tous les outils qu'on leur propose. Donc les messages qu'on voulait passer, c'est vous avez des partenaires à côté de vous, n'hésitez pas à les consulter pour vous éclairer sur tous les outils, parce que vous allez devoir être accompagnés, parce que forcément la période risque d'être un peu plus compliquée. Et il est important que les entreprises sachent qu'on est à leur côté. Et j'ai envie de rebondir aussi par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est finalement, c'est quoi les éléments positifs qu'on ressort? C'est qu'en Franche-Comté, on a des entreprises partout sur notre territoire, pas uniquement à Besançon, pas uniquement à Belfort, partout, dans des communes où il y a 800, 1000 habitants. Et ces entreprises sont belles, ces entreprises innovent, créent des emplois, maintiennent des emplois. Et cette crise Covid, je pense qu'elle nous donne l'occasion de les mettre encore plus sous la lumière, parce que véritablement, aujourd'hui, je pense que tous ceux qui habitent dans des grosses agglomérations, peut-être qu'ils ont davantage envie, peut-être de découvrir notre territoire où de belles entreprises existent un peu partout, de manière à avoir un équilibre pro-perso qui est beaucoup plus intéressant que celui qu'ils ont peut-être aujourd'hui, qu'ils avaient hier. Donc voilà, donc ce message vraiment positif, on se projette vraiment sur l'avenir, les entreprises auront besoin d'investir et il faut qu'elles puissent compter sur des partenaires et qu'on les aide à faire les bons choix. Très bien, merci beaucoup Franck. Je vous en prie. Je remercie tous nos intervenants. Il est bientôt l'heure de nous quitter, donc n'hésitez pas dans le chat à nous faire un petit retour pour nous dire si ce format Web TV vous a plu et surtout à nous faire part des sujets qui vous intéresseraient pour une éventuelle prochaine Web TV. Je vais vous parler des prochains rendez-vous du Crédit Agricole, c'est sur l'international, donc il y a un rendez-vous, un webinar CFC et Altios au mois d'avril, le 27 avril exactement, qui s'appelle « Rebondir en période Covid, les opportunités de l'implantation et de la croissance externe ». Et au mois de juin, il y aura un business talk, toujours entre le Crédit Agricole, organisé par le Crédit Agricole et Altios, sur se développer en Asie. Vous aurez des informations, on vous les transmettra par mail prochainement. Donc il est l'heure de nous quitter. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Au revoir.